futures stars. Il y avait Greg Proman, mais à côté il y avait Anelka, Louis Saha, Tristan Val, Jérôme Roten. L'INF choisit de se séparer de moi au bout d'une année, considérant et en me le disant ouvertement que je serais certainement un joueur de bonne qualité, mais en termes de CFA, voire peut-être de national, mais qu'il ne fallait pas que j'espère davantage de cette carrière pro. Petit à petit, j'ai joué numéro 6 à un moment donné, j'ai joué milieu gauche, puis à 20 ans, j'ai commencé latéral gauche. 2 fractures de fatigue, même la première année lorsque j'arrive au centre de formation, sur mon premier ou deuxième match amical, j'ai un face-à-face avec le gardien, je le dribble, il me fauche, j'ai une fracture tibia-malléole nette. Match contre Nancy en CFA, le mercredi, on gagne, il me semble, 3-0 ou 3-1. La routine. Très heureux de chanter la Marseillaise, de porter ce maillot bleu, et de côtoyer les plus grands joueurs. À ce moment-là, il y a Mitchell qui reprend l'équipe de Retafe, qui me dit « Moi, je te compte parmi le groupe, ça sera à toi de gagner ta place, mais je te compte parmi le groupe. » Sauf que le président n'a pas changé d'un iota et il m'a dit « Tu ne joueras pas une minute tant que je serai président. » Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais en tout cas, c'est vrai que je m'éclate. Cette mission d'accompagnement, elle me convient et pour l'instant, je ne suis pas prêt de partir. Il a dit petit, va faire un bisou au filet. Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle interview, à nouveau dans les locaux de Villeman Jezalu. Après Stéphane Borbiconi, nous retrouvons un nouveau joueur du FC Metz, ancien joueur du FC Metz, du Stade de Reims, du FC Nantes, de Retafe. C'est monsieur Franck Signorino. Comment ça va, Franck? Ça va, merci de m'accueillir. Merci à toi d'être venu, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui. Donc on va faire une interview qui va retracer un petit peu toute ta carrière. Donc la première question, c'est tu as intégré très jeune des structures d'élite comme Clairefontaine, mais avec un parcours pas totalement linéaire. Est-ce que ça t'a appris à gérer l'échec très tôt? Ouais, après de toute façon c'est vrai que comme tu dis linéaire et je dirais même plus atypique, parce que j'ai intégré Clairefontaine, qui était à l'époque l'élite du foot français et qui était peu imité. Il y avait dans la génération qui me précédait, en plus des futures stars. Il y avait Greg Proman, mais à côté il y avait Anelka, Louis Saha, Tristan Val, Jérôme Roten, donc une grosse génération. Et c'est vrai que moi j'intègre cette institution en n'étant pas forcément considéré comme le meilleur. Donc j'étais déjà très en retard d'un point de vue développement physiologique. Je faisais 1m50, je faisais du 35 de chaussures. Et techniquement, j'étais pas à la hauteur du talent de certains. Et du coup, c'est vrai qu'au lieu d'en faire 3 ans, donc un cycle normal avant d'intégrer un centre de formation, l'INF choisit de se séparer de moi au bout d'une année, considérant et en me le disant ouvertement que je serais certainement un joueur de bonne qualité, mais en termes de CFA, voire peut-être de national, mais qu'il ne fallait pas que j'espère davantage de cette carrière pro. Donc oui, ça m'a aidé à gérer l'adversité. C'est-à-dire que tu ne peux pas plaire à tout le monde, on te catalogue un peu comme un joueur de seconde zone et que c'est à toi d'aller chercher un peu plus loin et la confiance d'autres personnes comme le FC Metz et de Francis Ottadeo. D'accord. À cette époque, tu jouais un peu plus haut sur le terrain. Est-ce que ce passé offensif aussi a influencé ta manière d'être latéral après ensuite? Ouais, c'est certain. C'est-à-dire que j'intègre que ce soit Clairefontaine ou le centre de formation du FC Metz en étant numéro 11, voire même numéro 9. J'avais des qualités qu'on va qualifier de naturelles et intrinsèques qui étaient supérieures à la moyenne. C'est-à-dire que je courais longtemps, vite, j'étais explosif. Après, j'étais pas costaud, mais j'avais énormément de vivacité et on me prêtait ces qualités devant. Après, tu plafonnes un petit peu et on m'a redescendu petit à petit. J'ai joué numéro 6 à un moment donné, j'ai joué milieu gauche, puis à 20 ans, j'ai commencé latéral gauche. Mais forcément, ma préformation jusqu'à l'âge de 17 ans en tant qu'ailier gauche, tu renies pas tes qualités déjà intrinsèques et puis tes automatismes d'aller vers l'avant, de toujours aller prendre la profondeur, de toujours vouloir dédoubler et d'aller de l'avant. J'avais un jeu assez vertical et qui correspondait à mes qualités tout simplement. Donc forcément, ça a influé et influencé mon jeu de latéral.
Et comment ça s'est passé? Du coup, c'était Francis de Tadeo, il me semble, qui s'occupait du centre de formation. C'est lui qui t'a dit, on va essayer plutôt de te Non, passer non. à plus. Comment ça s'est passé? Raconte-nous. Non, c'est que dans ma formation, j'ai quand même eu des pépins physiques. J'ai traversé plusieurs périodes, on y reviendra peut-être après sur mes déboires, mais et en fait, je suis revenu, je jouais milieu gauche et à l'époque, il y avait la DH, c'était la 3e équipe du FCMS. Je jouais régulièrement, j'étais performant. Mon entraîneur à l'époque, c'était Patrick Barthes, qui soufflait mon nom au-dessus pour aller jouer en CFA. Et dès que je jouais en CFA, maintenant N2, Francis de Tadeo n'était pas satisfait de mes prestations en tant que milieu gauche. Et il s'est avéré qu'à un moment donné, à 19 ans, il se pose la question du contrat. Ça avance, mais soit je vais signer pro, soit l'aventure s'arrête. Et je sollicite un entretien avec Francis en lui disant, écoutez, de toute façon, dès que je monte avec vous, milieu gauche, je ne conviens pas, ça ne correspond pas à ce que vous demandez, je sens que vous ne me faites pas confiance. Je ne veux pas refaire une dernière année en DH parce que j'estime que le niveau, je le connais, je suis au-dessus de celui-ci et qu'à un moment donné, soit on se sépare, soit je vous propose de passer latéral gauche parce que j'ai les qualités de ne rien lâcher, de défenseur, de vouloir récupérer le ballon, de transition et que j'ai quand même des qualités offensives mais qui passeront au second plan et qui me laisseront le temps de progresser sur ce côté-là. Et donc c'est en concertation. J'ai demandé à passer latéral gauche à Francis. On a commencé l'année suivante en N2 avec Franck Berriat à droite et moi à gauche. Et au bout de 6 mois, j'ai été assez performant à ce poste-là. J'ai pu avoir l'opportunité de passer chez les pros. D'accord. Justement, tu parlais un petit peu de pépins qui te sont arrivés. Tu as eu une fracture du tibia, tu as eu la mononucléose, tu as connu un gros coup d'arrêt avant même d'être professionnel. Est-ce que tu as douté au moment-là? Forcément. Avant j'ai eu 2 fractures de fatigue. Même la première année, lorsque j'arrive au centre de formation, sur mon premier ou deuxième match amical, j'ai un face-à-face avec le gardien, je le dribble, il me fauche, j'ai une fracture tibia-malléole nette. Donc ça fait déjà 3 fractures, dont une assez grave, et cette mononucléose qui m'éloigne 3 mois des terrains avec une hépatite par-dessus. Donc forcément, tu prends du retard, tu es fatigué, tu perds le rythme, et tu te demandes ce qui va se passer. Donc tu doutes forcément. Après, tu prends en compte tous ces travers, et tu te dis, de toute façon, il faut que je travaille 2 fois plus pour pouvoir rattraper ce retard et pour surtout gagner le droit de continuer en fait. Parce que j'ai eu un contrat d'apprentissage très tard. Du coup, ça veut dire que, à juste titre ou pas, on ne te fait pas forcément confiance. C'est pas le premier sur lequel on compte, mais j'étais toujours là. Et j'avais pas d'autre choix que de redoubler d'efforts. Et tu doutes, mais en même temps, j'avais un caractère assez guerrier de devoir prouver. Je l'avais déjà à Clairefontaine. Et c'est ça qui m'a fait que j'ai un peu ce tempérament sur le terrain ou en dehors. Et au moment-là, tu avais qui, entre guillemets, en concurrence sur ton poste? Écoute, lorsque je suis, lors de ma dernière année, que je suis latéral gauche en CFA, d'ailleurs, ça avait été un élément qui avait fait un petit peu douter Francis de Tadeo. Et cette discussion avait un petit peu duré parce qu'au-dessus, il y avait à ce moment-là Philippe Gaillot, Schumann Bach qui venait d'être recruté, David Régis qui était gaucher, éventuellement Julien François. Julien François, il pouvait jouer latéral. Il m'avait sorti le nom comme quoi il pouvait éventuellement dépanner à gauche, etc., même si c'était plus un central de formation. Et du coup, tu avais David Régis, quand même, Gaillot titulaire au poste, et forcément indéboulonnable à ce moment-là, et Schumann Bach était gaucher. Donc il m'avait dit ça va être compliqué à ce poste-là de pouvoir te faire monter chez les pros et de montrer tes qualités. Je dis écoutez, de toute façon, on n'a pas le choix, milieu gauche je ne conviens pas, donc soit c'est ça, soit je rentre chez moi. Et j'avais dit à ce moment-là, je ne suis pas à la recherche d'un contrat à tout prix. Si ça ne va pas, je rentre en région parisienne, je trouve un club où j'essaierai d'aller ailleurs et je continuerai mes études. D'accord. Ensuite, je vais passer sur ton premier match à Metz. Il me semble que c'était face à Lyon en professionnel. Et j'ai vu ça, on parle souvent d'un duel que tu as eu avec Sidney Govou qui est souvent cité. Est-ce que tu t'en souviens? Comment c'était, soit émotionnellement, tactiquement? Dis-nous-en un peu plus, parce que moi, je ne connais pas trop cette anecdote. Sur ce match-là, c'est vrai que en fait, ça a été très très vite. C'est que on fait un match amical, un match contre Nancy en CFA le mercredi. On gagne, il me semble,
3-0 ou 3-1. La routine. Ouais, bah c'est ça. On avait une très bonne équipe en N2 à ce moment-là. Et le lendemain, on m'appelle suite au changement de coach de Albert Cartier avec Gilbert Grèce et cette première défaite contre Guingamp qui avait lieu le même jour. J'étais sur le chemin de l'université et on me dit bah, tu t'entraînes avec les pros, rejoins-les. Et ce même jour, je fais la connaissance de Gilbert Grèce qui me convoque et me dit on m'a dit beaucoup de bien de vous. Est-ce que si je vous emmène à Lyon, ça vous pose un souci ou je fais non, au contraire, je suis présent et on y va. Mais à ce moment-là, j'y vais il me dit pour découvrir ce qu'est le monde professionnel, qu'à aucun moment il me dit que je vais jouer. Et 1h30 avant le match, il dévoile la compo. Je suis titulaire dans ce système à 5 et face à moi, ce Sidney Govou qui vient de marquer en Ligue des Champions contre le Bayern un doublé. Elle est passée par-dessus Thomas Linke, Anderson face à Linke, Sidney Govou. Il frappe, extraordinaire. Le bon placement. Frappe. Ouais, deuxième but. Extraordinaire. La frappe de Sidney Govou, le doublé. Mais cet homme actuellement est en état de grâce et pour l'instant l'Olympique Lyonnais réalise le score parfait. Il faut continuer et tenir maintenant. Quel but. On va se régaler. Extraordinaire. On va se régaler avec les ralentis. Govou 2, Bayern de Munich 0. Et il y a Eric Carrière aussi. Et à ce moment-là, il me prépare, il me dit bon, écoutez, Franck, parce que vous voyez les joueurs, vous inquiétez pas, hein, Govou est en pleine bourre, Eric Carrière, équipe de France. S'il y a petit pont, grand pont, ne vous énervez pas, beaucoup de calme. Et en finale, Sidney Govou, finalement, a toujours été un adversaire que j'ai rencontré, que ce soit avec Nantes, que ce soit avec Metz, et qui, plusieurs fois, m'a rendu, entre guillemets, hommage en disant que j'étais le latéral qui avait le plus fait suer parce que j'étais assez dur sur lui. On avait à peu près les mêmes qualités. C'était un joueur qui allait très vertical, qui était très dans le duel, très dans la vitesse. Ça me correspondait beaucoup plus, par exemple, qu'un Eric Carrière qui était un peu plus virevoltant entre les lignes, etc. Et c'est vrai que ce Sidney, que je revois de temps en temps, m'a dit franchement, tu étais un latéral vraiment chiant à jouer et m'a souvent cité dans les adversaires les plus embêtants. Ok. Ensuite, tu as marqué qu'un but, il me semble, avec le FC Metz. Ouais. Est-ce que tu t'en souviens? C'était contre qui? Bien Quel évidemment. ressenti tu avais? Est-ce que c'était à domicile, extérieur? Ouais, bah écoute, un seul but avec le FC Metz et qui a beaucoup de symbolique en lui-même. C'est face au PSG. Donc moi, je suis originaire de la région parisienne. J'étais supporter de l'équipe du PSG, Ler, Ginola, Valdo, Ricardo, etc. Donc moi, symboliquement, je marquais contre le PSG, club que je supportais étant jeune. C'est génial. Dernier match à domicile avant que je parte au FC Nantes. Donc dernier match à Saint-Symphorien. On gagne ce match 3-2, donc un match assez spectaculaire. Je marque mon premier but. Finalement, on le saura que la semaine d'après, mais synonyme de maintien, parce que ça aide à avoir les 44 points. Donc tout était réuni en fait. C'est-à-dire que dernier match à domicile, face à un stade comble, face à un adversaire qui a une signification particulière pour moi, premier but, et en plus qui compte. Donc, Tu peux nous le décrire un peu? C'était ouais, je suis au départ, je suis à l'origine de l'action. Je décale Grégory Proman, qui la décale, je crois, sur Seb Renoir, qui s'arrache pour centrer. Et moi, je suis l'action à l'entrée de la surface. Je la reprends de volée. Ça va dans le petit filet de Lionel Letizy. Et franchement, là, à ce moment-là, l'émotion est énorme. D'ailleurs, on le voit sur les images. Je crois que j'ai jamais couru aussi vite et aussi loin qu'après ce premier but, parce que je fais carrément le tour du stade. C'est-à-dire que je passe devant le but, je me fais arracher par Mehdi Ménéry, je me relève, je vais dans les bras de Samuel Allegro qui m'avait prédit que j'allais marquer ce match-là. Bizarrement, il m'a dit « je sens que tu vas marquer ». Et donc, finalement, je fais le tour du stade, mais c'est parce que je suis tout fou. Et puis je fais de ça avec mes potes. Et on était une équipe de jeunes, il y avait Franck Beria, il y avait
Ludo Obraniak, Samuel Allegro, Greg Proman, Greg Leca. Enfin, on était une équipe de jeunes du centre de formation. Et de partager ça, c'était énorme. Ah bah, tu m'étonnes. Ensuite, on va parler un petit peu de l'équipe de France Espoir. Tu as été appelé ici en équipe de France Espoir assez tôt dans ta carrière. Qu'est-ce que cette expérience a représenté pour toi à ce moment-là? Est-ce que tu pensais pouvoir aller encore plus haut au niveau de l'équipe de France? Alors, ça a été très vite. Ça a suivi beaucoup, en fait, cette deuxième partie de saison 2001-2002 où, du jour au lendemain, je suis parachuté chez les pros. Je fais mon premier match alors que je m'étais jamais entraîné réellement avec l'effectif professionnel contre Lyon. Je fais finalement, on me réitère la confiance parce que je fais les 13 des 14 derniers matchs titulaires dans cette équipe-là. Au final, je suis appelé chez les moins de 20 ans. Et après, j'apprends une deuxième sélection. Je dis, mais on me dit, tu es en équipe de France Espoir. Je fais, d'accord, mais ça va tellement vite que tu réalises pas. Que c'était Domenech. Mais pour l'anecdote, c'est que lorsqu'il nous demande de nous présenter lors de cette sélection, alors je me présente, Franck Signorino, FCMS, latéral gauche. Iti qui me dit, mais t'es milieu gauche. Je fais, non, je suis latéral gauche. Mais c'est vrai que j'étais dans un système de piston. Et au final, le match contre l'Islande, ça sera ma seule sélection en espoir parce qu'après, j'étais en concurrence quand même avec Patrice Evra, avec Gaël Givet, deux gros noms qui forcément ont marqué l'histoire du foot français et de l'équipe de France. Je joue en milieu gauche 4-4-2. Donc ça n'était pas une grosse expérience sportive, mais très heureux de chanter la Marseillaise, de porter ce maillot bleu et de côtoyer les plus grands joueurs. Ouais. Ok, tu peux nous dire un peu plus comment il était Raymond Domenech, ton entraîneur? Parce qu'il a souvent été un peu décrié, donc je me demandais justement d'un point de vue d'un joueur comment il était au quotidien avec vous. Moi, j'ai pas eu beaucoup de séances avec lui. Non, techniquement parlant, je vais te dire que j'ai pas d'avis là-dessus parce que je l'ai pas côtoyé. Après, c'est une personnalité atypique à part. Le fait déjà qu'il doute sur mon poste, je me suis dit, mais il a vu les matchs ou alors il se fait une vision un peu biaisée, un peu décalée par rapport à celle qu'on peut avoir de moi. Après, avec le recul, que je sois en 4-4-2 ou en 3-5-2, j'étais quand même un joueur offensif. Mais c'est vrai qu'il était un petit peu dans son monde et tu avais du mal à savoir ce qu'il pensait et puis à savoir où il voulait en venir. Après, je n'ai pas côtoyé suffisamment pour pouvoir avoir un avis tranché. Ok. Ensuite, tu rejoins le Football Club de Nantes pour franchir un cap, mais le club traverse une période difficile. Comment on vit ce décalage entre ambition personnelle et réalité collective? Encore une fois, moi, le FC Nantes me contacte avec une ambition de redorer et de renouer avec le passé récent, parce que c'était le dernier champion avant Lyon, en 2001. Coupe de France également, je crois que c'était en 99 et 2000, ils avaient eu ces deux titres-là avec des Denouex. Et on me contacte avec l'ambition de revenir un petit peu dans le haut du classement. Tu as quand même des joueurs de qualité. À l'époque, tu as Michael Andro, tu as Toulalan, tu as Emers Faé, tu as des bonnes générations de bons joueurs. Et tu te dis que c'est un beau projet. En plus, médiatiquement parlant, c'est quand même un monument du football français avec un savoir-faire. Donc tu es flatté, un super stade, la Beaujoire, la Jonelière comme en centre d'entraînement. Donc moi, il n'y a aucun souci, c'est pour moi passer un palier. Et durant la première année, pour moi, honnêtement, je suis sur un nuage. Je joue énormément, ça se passe bien, on commence à parler moi en équipe de France. Malheureusement, c'est vrai que le classement de l'équipe au niveau collectif, Vous avez fini combienième? 14e. Et on a fini 14e au final, donc ventre mou. Mais par contre, à titre individuel, de souvenir, je suis nommé dans les 5 meilleurs latéraux du championnat de France à ce moment-là, donc en concurrence avec Taforo de Lille, qui fait une grosse saison, avec Teiwo, avec Sylvain Armand à Paris, donc tu es dans le top 5. Donc pour moi, c'est une réussite. Après, c'est vrai que collectivement, c'est pas un franc succès. Et l'année suivante, plusieurs cadres partent, Landreau, Toulalan. Moi, finalement, je suis bloqué. J'aurais peut-être pu partir, mais je suis bloqué. Et tu fais confiance à des internationaux, étrangers. Mais la mayonnaise ne prend jamais. Et ce club, c'est, on va dire, explosif. C'est-à-dire qu'on change 3 fois d'entraîneur. Oui. Il y a eu des aléas avec l'affaire Barthez, avec des joueurs qui ne s'acclimateront jamais. Et au final, ça finit par une relégation. Et c'est ça le regret, parce que c'était un club quand même, mais comme actuellement.
J'ai envie de te dire qu'actuellement, le club revit les mêmes heures et c'est dommage par rapport au potentiel public, par rapport au potentiel palmarès, par rapport au potentiel club. Mais c'est comme ça. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur la Beaujoire, qui est quand même un stade mythique en France? Ah, la Beaujoire, Par exemple, si tu devais le comparer à Saint-Symphorien en... Bah, c'est un stade fermé. Donc déjà, le fait qu'un stade soit fermé, en plus il est beau, fait que c'est toujours plus agréable. Moi j'adore Saint-Symphorien, les tribunes un peu à l'anglaise, etc. Mais quand j'ai pas joué avec la nouvelle tribune, j'ai joué avec que l'ancienne. Et pour moi, c'est vrai que la Beaujoire, 40 000 personnes, avec la Brigade Loire, un énorme cop, franchement, qui donne de la voix. Pour moi, c'était magnifique. Après, Saint-Symphorien reste pour moi aussi le deuxième stade en France, mais même à l'étranger, dans lequel j'ai évolué, où j'ai pris énormément de plaisir, parce que tu as un public, parce que tu as cette configuration et parce qu'il y a vraiment une ferveur populaire. Ok. Ensuite, justement, on va parler d'étrangers. Ton passage en Espagne a été marqué par un manque de confiance de l'entraîneur. Donc, tu as été à Retafe, tu as été à Cartagena. Ouais, Carthagène, j'ai du mal avec le nom. Et je voulais savoir, du coup, comment on garde la motivation quand on joue très peu, parce qu'il me semble que tu as fait quoi, une trentaine de matchs, 28 en tout avec les deux clubs? Ouais. C'est-à-dire que, pareil, là, c'est un concours de circonstances. Je signe à Retafe. Quand je signe dans ce club-là, donc déjà, c'est un club qui est qualifié pour la Coupe d'Europe. Ça, c'est intéressant. Qui vient de faire finaliste de la Coupe d'Espagne. Après consultation de Reynald Denouec, c'est le club un peu qui est en vogue en Espagne et qui peut être une vraie plateforme ou tremplin pour aller dans un club un peu plus huppé. Et à ce moment-là, c'est Schuster qui me recrute. Donc Schuster qui est quand même à ce moment-là un coach référence. Mais une semaine avant que j'arrive sur le lieu de stage, Schuster signe au Real Madrid. Ah oui. Donc un autre entraîneur arrive, Michael Laudrup, grande figure aussi du football danois, mais lui à ce moment-là il ne me connaît pas du tout. Il ne me connaît pas du tout, j'arrive blessé, malheureusement, et les 6 premiers mois, il me fait pas du tout confiance. Je crois que je joue 2 ou 3 matchs, 2-3 matchs, et uniquement en Coupe d'Europe. Il me met du jour au lendemain contre Tottenham, donc ça se passe très très bien, on gagne 2-1 là-bas, ça se passe vraiment bien, mais après il ne me fait pas plus confiance que ça. Tu joues en championnat, quoi. Non, jamais en championnat. Je joue uniquement en Coupe d'Europe. C'est ça qui est bizarre, c'est que qui est fou parce que les matchs sont quand même beaucoup plus intensifs la plupart du temps en Coupe d'Europe et tu. Ouais. Et puis moi j'ai pris le fait qu'il m'aligne contre le Tottenham, mon premier match après plus de 3 mois, comme le fait de vouloir m'enterrer. Et en fait, malheureusement, ça se passe super bien. Et au final, je vais jouer contre l'Hapoel Tel Aviv. J'ai joué aussi. Il va m'emmener à Aalborg. Et la deuxième partie de saison se passera un peu mieux, où je vais jouer davantage en championnat et davantage en Coupe d'Europe parce qu'on va atteindre les quarts de finale. Ça va me donner l'occasion aussi de jouer contre le Bayern de Munich, le quart de finale à l'Allianz Arena. Et ça se passe plutôt pas mal. Et à ce moment-là, je me pose la question, est-ce que je reste ou pas à Retafe? Parce que j'ai des sollicitations de la part de clubs en France pour revenir, comme Auxerre, comme Valenciennes. Et je me pose la question. Et le club, à ce moment-là, met le blocus et me dit non, tu restes. Parce qu'ils sont satisfaits de la deuxième partie de saison et parce que Michael Laudrup part et qu'ils vont faire venir un autre entraîneur. Malheureusement, j'ai une énorme blessure là-bas avec encore une fracture de tibia. Je suis opéré dessus, je recasse sur l'opération et du coup, ça m'éloigne des terrains pendant plus d'1 an. Je mets 1 an avant de remarcher normalement. Et le problème, c'est que dans le foot, tu n'as pas le temps. C'est qu'on ne te le donne pas. Le président de l'époque, Ángel Torres, me dit quand je reviens, mais Franck, nous, on compte plus sur toi, donc tu joueras plus 1 minute tant que je serai président. Et moi, à ce moment-là, je dis, il veut me forcer à partir, il me met la pression, mais une fois que le mercato sera terminé, je vais m'entraîner, il verra et tout va rentrer dans l'ordre. Il a tenu parole. Pendant 6 mois, je n'ai pas fait 1 minute sur le terrain, ni même sur le banc de Retafe, j'ai toujours fait que de la tribune. Ce qui fait que je pars à Carthagène, en D2 espagnol, parce que 1 an et demi sans faire le moindre match pour un joueur, c'est énorme. En plus, on te considère blessé, donc j'ai cette solution-là. Là-bas, je fais la deuxième partie de saison, je fais 13 matchs, ça se passe plutôt bien. Et à ce moment-là, il y a Mitchell qui reprend l'équipe de Retafe, qui me dit, moi, je te compte parmi le groupe, ça sera à toi de gagner ta place, mais je te compte parmi le groupe. Sauf que le président n'a pas changé d'un iota.
Et il m'a dit, tu ne joueras pas une minute tant que je serai président. Donc ça a été compliqué. Mais il avait quoi contre toi? Bah non, mais c'est qu'il avait dû engager, et moi j'en veux pas là-dessus, parce qu'il avait engagé un autre latéral gauche. Donc forcément, ça fait un salaire supplémentaire. Moi, il veut récupérer mon contrat. Et il veut se débarrasser. Après, je comprends, c'est le jeu. Hein. Pendant 1 an et demi, j'étais absent. Il y a quelqu'un qui est venu à ma place. Il me fait plus confiance. Le problème, c'est que moi, à ce moment-là, j'ai pas le même contrat ailleurs que celui que j'ai arrêté à faire. Et donc, forcément, chacun, on protège ses intérêts. Ok. Ensuite, après ton passage difficile en Espagne, bah, tu rebondis au Sporting Club de Charleroi. Ouais. Dans quel état d'esprit tu arrives là-bas et qu'est-ce que cette expérience t'a apporté pour lancer ta carrière? Bah, donc, tu parles de suite, c'est qu'au final, au 31 août, je résilie mon contrat avec Retafe. On parvient à un accord, sauf que derrière, moi, j'ai rien. J'ai absolument pas de club, ni en France, ni à l'étranger. Et du coup, je suis France Travail maintenant. Et jusqu'au mois de décembre, je m'entraîne avec la réserve de Metz. Et je trouve Charleroi, qui est très mal en point en championnat belge. Je crois qu'ils ont 7 points en 19 matchs. Et je me dis, de toute façon, j'ai que ça. Il faut que je me montre, il faut que j'ai de la compétition. Et le club en lui-même, même s'il était sportivement mal engagé, ça m'a permis, moi, de retrouver du plaisir sur le terrain. Ça m'a permis de rejouer, de me montrer et de pouvoir démontrer que je n'étais pas cuit, quoi, et que je n'étais pas un joueur blessé, comme quoi on pouvait compter sur moi. Donc pour moi, sportivement, même si collectivement, elle n'a pas été bonne, parce que forcément, c'était un club en difficulté, mais individuellement, ça m'a permis de rebondir. D'accord, il y avait des joueurs, il y avait quoi? Il y avait qui comme joueur, pardon, à Charleroi que tu retiens? Alors c'est très compliqué, hein, comme je t'ai dit, j'arrive là-bas en mois de décembre, mais sauf qu'au mois de janvier, on change d'entraîneur et que... Oui, t'as connu beaucoup de changements d'entraîneur. Et le président de l'époque, qui était un Iranien, là, Abbas Bayat, lui a décidé de changer complètement d'effectif. Donc au mois de janvier, il vire 13 joueurs, il en fait venir 12, et c'est la tour de Babel. C'est un Monténégrin, un Ghanéen, 2 Argentins, un Espagnol, un Bosniaque. Et là, à ce moment-là, c'est la tour de Babel. Donc le seul joueur que tu vas connaître, c'est Rudy Rioux, qui venait en tant que remplaçant de Marseille. Il vient à Charleroi aussi pour pouvoir jouer et se relancer. Donc nous, on est 2-3 Français. On est là, mais parmi tant d'autres. Et c'est vrai que ça a été compliqué. Mais encore une fois, moi, sportivement, individuellement, ça m'a permis de pouvoir me remontrer, de rassurer des gens. Ok. Ensuite, on va passer avec ton passage à Laval, à un club que tu as apprécié. Il est encore reconnu aujourd'hui. Et qu'est-ce qui a fait que ça a aussi bien fonctionné là-bas? La confiance, tout simplement. Hein, lorsqu'un club te témoigne de la confiance, ce qu'il faut se dire, c'est que moi, à la suite de mon expérience en Belgique, j'aurais pu continuer dans des clubs belges, j'aurais pu continuer à Charleroi, mais moi, mon désir était, d'un point de vue familial, de revenir en France. Et je voulais prouver aussi en France que on m'avait enterré un petit peu vite. J'avais un sentiment de revanche. Et c'est Laval qui me tend la main. Donc, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que Laval, à ce moment-là, n'a pas forcément beaucoup de moyens. Et j'accepte d'aller là-bas, mais encore une fois, pour me relancer au sein du championnat de France. Et je touchais plus au chômage qu'en signant là-bas. Donc, moi, c'était même pas du tout d'un point de vue pécunier, argent. Je vais là-bas et la confiance de Hinsberger, la confiance d'un club familial, la confiance d'une équipe fait que je fais 30 matchs. Donc, ça faisait peut-être 4 ans que je n'avais pas fait une saison pleine. Et ça me permet d'avoir, me créditer de 30 matchs dans les jambes et de pouvoir montrer en France que j'ai encore les qualités d'un Franck Signy-Reynaud qui l'avait quitté en 2007. Alors à ce moment-là, on est en 2012. Donc moi, le Laval, j'y suis infiniment reconnaissant parce que ça m'a permis d'avoir accès à une deuxième carrière en fait. D'accord. Et justement, à ce moment-là, est-ce que tu t'attendais plutôt à un appel de Metz, vu que Metz était en grosse difficulté au moment-là? Ouais, mais même avant Laval, moi, ce qu'il faut se dire, c'est qu'avant de rejoindre Laval, je rejoins le stage de l'UNFP, hein, qu'on appelle maintenant vulgairement, ou on tend moins à l'appeler maintenant, mais à l'époque, on l'appelait vulgairement le stage des chômeurs. Et je m'entraînais, j'avais des matchs amicaux, je souhaitais qu'on me repère. Et le FC Metz était tout à fait au courant que j'étais à la recherche d'un club. Après, le FC Metz n'avait peut-être pas besoin d'un latéral gauche à ce moment-là. Donc, il n'y a pas de souci. Et du coup, c'est pour ça que je rejoins Laval. Et
Bizarrement non, mais le contexte fait que à la fin, avec Laval, on se maintient et que le FC Metz malheureusement descend en national. Et alors qu'à la trêve, je crois qu'on est Laval et Metz, égalité de points, on est à la 6e place. Et malheureusement, après c'est des destins croisés, hein, c'est comme ça. Ok. Ensuite, on va parler de ton passage à Reims. Tu retrouves la Ligue 1, la stabilité. Est-ce que c'est là que tu t'es senti le plus épanoui? Parce que tu nous parlais de Nantes, mais est-ce que à Reims, du coup, c'était un des moments les plus épanouis aussi de ta carrière? Ouais, parce que au final, tu renoues avec la Ligue 1, avec le niveau pour lequel j'étais convaincu que j'avais. Tu reviens avec un club qui te fait confiance, un club qui a une histoire quand même, hein. C'est un certain palmarès, le Stade de Reims, c'est un club historique, et tu as envie d'écrire une histoire nouvelle avec ce club, pérennisé en Ligue 1, et ça te permet de rejouer contre des belles équipes, hein. Le PSG. Ouais, j'ai vu que tu as joué contre Zlatan. Voilà, Zlatan, Cavani, Di Maria, tu joues contre Marseille, tu joues contre Lyon, et tu fais de belles perfs, hein, contre ces équipes-là. Et du coup, ça te permet de regoûter au haut niveau que tu avais perdu, malheureusement. Et surtout, oui, épanoui parce que à ce moment-là, j'ai 31 ans, je crois. 31. Et tu as une certaine maturité. J'ai accumulé une certaine expérience, et puis même dans les coups durs, hein, avec mes blessures, avec les galères. Donc tu profites autrement, et encore plus de ces moments-là qui te sont donnés, parce que tu as ce vécu derrière toi qui fait que tu as touché le fond, et que là tu revis, tu renais de tes cendres un petit peu. Et c'est pour ça que je dis que c'est une deuxième carrière, et que je suis d'autant plus fier de cette deuxième partie de carrière par rapport à la première, parce que je reviens de très très loin, et que j'arrive à me prouver à moi-même que j'ai encore le niveau. Donc c'est vrai que ce passage à Reims pendant 4 ans, et en plus en tant que titulaire, hein, c'est encore ça dans ma carrière où je suis le plus fier, c'est que j'ai pu jouer peut-être 300 et quelques matchs, dont presque 300 en Ligue 1, et la majorité sont titulaires. J'ai pas été remplaçant, j'ai dû peut-être être remplaçant une dizaine de matchs. Donc c'est cette longévité dont je suis fier, et surtout à Reims où au final j'étais venu sur la pointe des pieds, et j'ai participé à une partie de son épanouissement. Ok. Ensuite, je vais parler aussi du fait que tu as été nommé dans l'équipe type la décennie du club du Stade de Reims. Ça représente quoi pour toi? C'est Comment pareil. tu l'as appris en fait? D'ailleurs, ça se passait comment, genre de choses? Non, parce que souvent je l'ai appris après, parce que moi je suis parti en 2016 du club, et je crois que du coup forcément la décennie ça arrivait 4 ans après. Je crois que j'ai appris par médias interposés, et ça fait forcément plaisir, parce que sur 10 ans il y a quand même des joueurs qui passent, mais globalement c'est une fierté et une reconnaissance de la part du club, mais surtout des supporters. Et c'est ça qui m'a toujours nourri, c'est que j'ai toujours été un joueur, on va dire, populaire, pas dans le sens où bon, mais populaire, proche du peuple, ou dans lesquels le public... Oui, tu as été un joueur apprécié des supporters à chaque fois. C'est ça. C'est-à-dire que un joueur dont les supporters s'identifiaient, un joueur de club qui n'était pas forcément bon tout le temps, loin de là, mais qui donnait ce qu'il fallait pour l'être. Et puis après, c'est une question de performance, hein. Tu ne peux pas l'être tout le temps, mais au moins, je ne trichais pas. Il s'identifie à ça, aux défenses des couleurs. Et c'est pour ça qu'à Metz, la dernière année où je pars, j'ai été élu meilleur joueur de la saison, alors que Ribéry est parti à la mi-saison. Donc sinon, ça aurait été lui, forcément. Mais j'avais été élu comme ça par les supporters, à Nantes lors de ma première saison également. Donc c'était une reconnaissance, et le fait que les supporters se retrouvent en moi, ça fait toujours plaisir, et ça a toujours été mon essence en fait. Ok. Ensuite, tu reviens à Metz pour terminer ta carrière. Je me souviens de ce retour parce que moi, je t'ai pas vu à ta première partie de carrière à Metz, parce que j'ai commencé à regarder Metz au stade en 2006. Et je me rappelle, mon père m'en avait parlé, il a dit Franck Signorino, il re-signe à Metz. Tu verras, c'est vraiment un bon joueur et tout. Et effectivement, moi, je t'ai découvert sur le terrain. Et franchement, j'étais assez impressionné, et je voulais te demander, c'était un choix du cœur du coup de revenir à Metz, ou un choix sportif? Comment ça s'est passé du coup? Là, Metz s'est enfin réveillé et est venu vers toi, ou c'est... Non, c'est un concours de circonstances. Encore une fois, la première, j'en veux pas au club parce que les planètes n'étaient pas alignées, donc un retour n'était pas d'actualité, etc. Mais là, à ce moment-là, c'est vrai qu'avec le Stade de Reims,
malheureusement on descend, que le Stade de Reims choisit de tourner une page avec différents cadres de cette équipe dont je faisais partie et choisit de ne pas me renouveler. Et en même temps, tu as le FC Metz qui remonte en première division et qui souhaite avoir des cadres dans le vestiaire. Et je fais partie de cette stratégie d'époque, hein, c'est-à-dire que venir encadrer Mathieu Hudol à ce moment-là. Donc le but, c'était de faire concurrence à Mathieu Hudol, mais de l'accompagner dans son épanouissement personnel, quoi. Et je fais partie d'une stratégie où tu appelles Coad, tu appelles Jouffre, tu appelles Maëv Luterding, des joueurs qui connaissent la Ligue 1, qui connaissent le championnat de France, qui sont francophones et qui peuvent apporter une certaine expérience à cet effectif qui vient de 2e division. Donc c'était cohérent et moi forcément, j'avais 35 ans, le fait que le club te rappelle, tu te dis c'est un bon moyen de boucler la boucle. Alors après, ma dernière saison, j'aurais aimé être plus performant que ce que je ne l'ai été. Il y a des matchs où je suis passé au travers, hein, il faut être honnête, hein, j'ai mon dernier match contre Lorient où je passe au travers, mais c'est plutôt d'un aspect mental avec une saison qui a été compliquée, hein, même si elle se finit par un maintien. Mais ça a été une saison quand même assez difficile. Et, justement, je crois que je me rappelle cette saison, vous n'avez pas fini 14e, mais vous avez pris souvent des fessées, gros scores. C'est ça, on prend beaucoup de fessées. Et bizarrement, je pense que c'est une saison où le club prend le plus de buts, et inimaginable, mais en même temps on fait des clean sheets. Donc c'était soit tout blanc, soit tout noir. C'est qu'à partir du moment où tu en prenais un ou deux, l'effectif lâchait. Par contre, sur d'autres matchs, on faisait preuve de résilience, d'abnégation qui nous a permis d'engranger des points. Donc, finalement, on se maintient à 14e, mais surtout, et il faut l'avouer, c'est basé sur des individualités, hein. T'as Maëv Luterding qui en début de saison marche sur l'eau, marque je crois 10 buts en 4-5 matchs. Ouais, je me rappelle un triplé justement face à Nantes aussi, voilà. Un doublé face à Lille, il me semble aussi. Voilà, donc t'as Diabaté qui arrive à l'intersaison. Justement, je voulais te demander, Diabaté, c'est comment de jouer avec un joueur comme ça? C'est génial. Qu'est-ce qu'il est gentil aussi. Voilà, c'est génial, c'est une mentalité exemplaire, et puis qui a marqué je crois 12 buts. 12 buts en espace d'une demi-saison. Et puis tu as l'avènement d'Ismaïl Assar. Il sort du chapeau, personne ne comptait dessus. Donc rien qu'avec ces 3 individualités, tu savais que tu pouvais débloquer des matchs, et ils l'ont fait. Et donc tu as réussi ce maintien. Alors c'était pas linéaire, hein. Ça a été compliqué, il y a l'histoire du pétard, on était à la trêve en retard. Ah oui, cette histoire avec le premier but de Gauthier Hein à Metz. Match arrêté, match avec des points de retrait. Et donc cette saison a été quand même compliquée, même si elle se termine bien. Et puis à titre personnel, c'est vrai que je reste un petit peu sur un goût d'inachevé parce que d'un point de vue performance, je pense que j'aurais pu être meilleur. Et puis finalement, pareil, à ce moment-là, il est fait que tu n'es pas forcément d'accord avec tout le monde, que ce soit avec l'entraîneur à un moment donné, même si on garde de très bonnes relations avec Hinsberger, etc. Et du coup, ça s'est terminé pas d'une façon dont j'aurais aimé, mais par contre, avec un maintien, avec le sentiment du devoir accompli, et puis finalement, le fait que j'avais atteint une mission personnelle qui m'a été confiée de venir participer à un maintien. Ok, ensuite on va parler de ton actualité. Tu t'es engagé rapidement après à l'UNFP. D'où vient cette envie de défendre les joueurs? Mon aspect défensif, mon aspect, on va dire ma personnalité. Je dirais comment c'est venu? Tu t'es dit, je vais aller à l'UNFP, quelqu'un t'a contacté? Non, pas du tout. C'est que l'UNFP, j'ai appris à la connaître au fil de ma carrière. Ils sont souvent présents, souvent à côté de toi, et ils te proposent leur aide. Rien n'est obligatoire, mais ils sont dans l'accompagnement. Donc que ce soit dans la reconversion, que ce soit dans les gestions de conflits d'un point de vue contractuel, si tu as des difficultés aussi à l'étranger, notamment ils prêchent aussi la bonne parole pour que tu t'assures bien tes jambes. Donc c'est grâce à eux si tu arrives à appréhender le monde du football et aussi à tout ce qui l'entoure. Donc c'est vrai que l'UNFP, ils sont toujours présents à tes côtés tout au long de ta carrière. Et puis moi je me suis intéressé de près parce qu'ils sont venus à mon aide lorsque j'étais au chômage. J'ai participé au stage, j'ai vu les personnes qui étaient à tes côtés, parce que mentalement c'est compliqué quand tu es au chômage, que tu es à la recherche d'un club, des séances d'entraînement franchement exceptionnelles, un encadrement mental exceptionnel, le fait de s'entraîner en groupe, de mettre à disposition des matchs pour que tu te montres. Donc tout ça fait que tu apprends à partager ta vie avec eux, et eux avec toi.
et tu as envie de redonner. Et je me suis intéressé un peu plus tout au long de ma carrière. J'étais représentant délégué club lorsque j'étais à Reims, lorsque j'étais à Metz. J'étais un relais pour les personnes de l'UNFP, et notamment les jeunes, etc. Donc ce rôle-là est venu naturellement. Et lorsque j'ai arrêté ma carrière, ou que j'allais arrêter, c'est vrai que l'UNFP m'a sollicité pour savoir si je voulais intégrer le syndicat et participer à l'accompagnement des joueurs. Donc tout naturellement, j'ai dit, bah, bien sûr, j'ai une personnalité qui fait que je me bats sur le terrain, qui me bat pour des causes, et à partir du moment où je trouve que la cause en vaut la peine, je rejoins les rangs. Donc voilà, ça s'est fait naturellement en fait. Ok. Ensuite, ce sera la dernière question de cette interview. J'ai une petite surprise pour toi. Donc je vais te montrer une petite vidéo. Puis après, je te laisserai répondre à cette personne qui t'a laissé cette vidéo. Hop, tac, tac, tac. Je te laisse la lancer. Parce que tu vas vite le reconnaître. Aïe, 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 aïe. Non. Salut mon Francky. Là, je vois que tu es entre de bonnes mains, donc je vais te poser pas une, pas deux, mais 3 questions. Alors la première, est-ce que tu comptes nous faire des mèches à tes cheveux encore longtemps? La deuxième, j'attends toujours le faire-part pour la crémaillère, hein, chez toi. Ça fait maintenant 29 ans que tu as emménagé. Donc il serait temps de faire une petite fiesta peut-être. Et la troisième, un peu plus sérieuse, hein, je connais du coup ta reconversion. Je sais que tu t'éclates là-dedans. Mais comment tu vois la suite? Est-ce que tu comptes rester à l'UNFP un petit bout de temps ou tu as d'autres projets? Voilà, et je t'embrasse. Ouais, bah, Donc Steph avait quelques questions. Ouais. Donc je vais répondre à la première. Les mèches, à un moment donné, je les ai abandonnées. Et on m'a souvent dit, mais Franck, c'est pas toi. Donc c'est Franck les mèches blondes, Franck le blond sur son côté. Donc c'est vrai que à un moment donné, j'ai tenté de lâcher et tu reviens toujours vers tes premières amours. Donc je l'ai refait et je pense que je vais les garder parce que ça fait partie de mon personnage, de moi et que même finalement les gens qui me reconnaissent encore un petit peu maintenant, bah c'est les mèches blondes. Donc voilà, c'est la petite question. La réponse pardon, à la première question. La deuxième, la crémaillère. J'ai déjà répondu à Steph. C'est que si j'invite à la crémaillère, je sais que je vais devoir trouver une nouvelle maison et en refaire une deuxième parce qu'il va me la ruiner. Donc c'est pas possible. Donc je préfère fêter ça sur un lieu neutre parce qu'avec avec Steph, on sait son rapport avec la fête, avec la night, avec tout. Donc Steph, on le fera sur terrain neutre. Et la troisième question, Et la troisième question, c'est je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais en tout cas, c'est vrai que je m'éclate dans ce job où il est très, très varié. J'ai différentes missions. Hein. Les joueurs, c'est les aider lorsqu'ils sont en difficulté, qu'ils soient en France ou à l'étranger. Hein. Encore une fois, il y a un joueur je suis H24 à la disposition. S'il a un problème de contrat, de non-respect, de paiement, à ce moment-là, je mets en relation avec le service juridique. Donc, je traite le sujet avec le service juridique. S'il y a des problèmes antidopage, je suis là aussi pour faire de la prévention. Tout ce qui est paris sportif, mettre en valeur aussi le métier de footballeur, parce que forcément, il y a les trophées UNFP qui vont arriver bientôt, on les organise, donc je m'éclate à mettre en lumière le football. Il y a aussi les jeunes, centres de formation, j'interviens dans les centres de formation pour les aider au mieux à appréhender le métier de football, parce que lorsque tu es dans un centre de formation, c'est bien, mais une fois que tu as quitté le centre, il faut aller dans un appartement, c'est une autre vie. Et là, encore une fois, je suis là pour conseiller les papas, les mamans, parce que j'ai fait ce cursus. Donc moi, cette mission d'accompagnement, elle me convient et pour l'instant, je ne suis pas prêt de partir. Eh bien, écoute, merci Franck. Merci à toi, Hugo. Merci pour cette interview. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de commenter si vous avez des questions également pour Franck. Puis on se retrouve à une prochaine. Ciao. À bientôt. Fadi, Fadi.